La COP21 s'est refermée sur un espoir que le réchauffement climatique soit contenu en deçà des 2 degrés d'ici 2100. Les 195 pays et l'Europe ont réussi à s'accorder sur cet objectif commun qui laisse entrevoir un avenir plus positif que lors des précédentes conférences des partis. Cet accord est certes imparfait, mais il va permettre d'agir. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors malgré les bémols que l'on peut faire sur le résultat des négociations, il y a quand même dans cette issue inespérée par rapport à ce que l'on pouvait craindre des raisons d'être optimiste. Je pense que oui. Après, Jean Gadret a très bien résumé cette situation dans un papier qu'il a publié. Il a dit si on regarde ce qui aurait pu être, cet accord est formidable, et si on regarde ce qui aurait dû être, cet accord est un désastre. Et je pense que ça pose bien les bases de l'endroit où nous sommes pour le moment. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre aujourd'hui des États qu'ils prennent des décisions contraignantes pour transformer la société en vue de la lutte contre le changement climatique. Il faut être conscient que les États sont dans des dynamiques économiques et qu'ils essaient de faire évoluer leur modèle économique pour être le moins perturbant possible et pour lutter le plus possible contre le changement climatique. Mais du coup, c'est très imparfait. Par contre, un accord comme celui de la COP21, signé par l'ensemble des parties prenantes, donc 195 pays et l'Union européenne, va nous permettre à nous, société civile, de rappeler constamment aux États leurs engagements et la nécessité d'aller plus loin pour faire en sorte d'être en capacité réellement de rester sous les 2 degrés, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est vrai que de ce point de vue, l'accord est tout à fait intéressant et va être un point d'appui essentiel, notamment pour la société civile, dans les années qui viennent. Alors sur les combats particuliers de la Fondation, il y a des effets à attendre de cette COP? Il y a des appuis à trouver sur certains de vos engagements? Disons que ce qu'on voit bien, c'est que cet accord va entraîner des évolutions, notamment sur les mesures d'adaptation, et qu'on devrait normalement, à partir de la COP 22 au Maroc, commencer à traiter des problématiques thématiques. C'est que pour l'instant, il y avait cette ambition des États de dire on se met d'accord sur la lutte contre le changement climatique, mais on n'entre pas dans les différents thèmes, agriculture, océan, eau, etc. Normalement, à partir de la COP 22, on aurait commencé à avoir les portes d'entrée thématiques qui s'ouvrent. Donc évidemment, pour nous, il y a un enjeu très fort avec l'entrée thématique eau, puisqu'on sait que les mesures d'adaptation sur l'eau et les évolutions positives sur le grand cycle de l'eau pourraient avoir des impacts sur la planète de l'ordre de 4 milliards de tonnes de CO2. Donc on sait que le global aujourd'hui des émissions de CO2, c'est autour de 10 milliards de tonnes, mais si on avait déjà un impact positif de 4 milliards, ce serait quelque chose qui impacterait très positivement la lutte contre le changement climatique. Donc nous, on va clairement se battre par rapport à ça, à la fois pour faire en sorte que les chercheurs du GIEC soient plus ambitieux sur la thématique de l'eau, pour que ça émerge plus de leur rapport et qu'on puisse engager les États dans de vrais champs de bataille sur cette thématique-là, ce qui est le cas pour l'instant, mais ça n'apparaît pas vraiment. On est uniquement sur le carbone et on n'est pas sur les impacts positifs du grand cycle de l'eau. Mais la question de l'adaptation par le grand cycle de l'eau est évidemment essentielle pour qu'on puisse s'en sortir. Et sur cette question du cycle de l'eau, quelles sont les mesures qui pourraient être prises ou devraient être prises au niveau des États pour qu'ils soient en accord avec leurs engagements ? Ça veut dire évidemment beaucoup de plantations de forêts, ça veut dire travailler sur nos zones humides, ça veut dire redonner de l'espace vital à nos rivières, ça veut dire rafraîchir les villes et faire en sorte que l'espace végétal dans les villes soit beaucoup plus fort, ça veut dire remettre au cœur des villes l'eau, pour que l'eau ne soit pas éjectée systématiquement de nos villes, mais qu'elle trouve sa place dans nos villes pour être des espaces de rafraîchissement. Donc il y a vraiment tout un tas de solutions très concrètes, très simples, que vous retrouvez d'ailleurs dans le plaidoyer que la Fondation a écrit sur ce sujet, qui ne rapportent pas d'argent, mais qui amènent du bien-vivre et du bien-être. Et donc il faut absolument que notamment nos collectivités territoriales s'emparent de ces questions-là, pour faire en sorte que ça devienne une priorité dans le développement de nos villes et de nos territoires dans les années qui viennent. L'accord de Paris nécessite par ailleurs que l'humanité doive laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. On en reparle la semaine prochaine avec France Liberté. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.